C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue sur la BSC Télévision. Aujourd'hui, dans notre émission L'Entretien, nous recevons Madame Sylvie Kambaza. Elle est experte en économie et experte aussi en gestion des projets. Voilà, avec elle, on va parler sur la situation économique actuelle à l'est de la RDC. Bonjour Madame Sylvie. Bonjour Madame Feza. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. L'est de la RDC, quelle est la situation actuelle de l'économie? De façon générale, nous allons dire que la situation actuelle est chaotique. Parce que lorsqu'on parle économie, on ne va pas parler seulement du potentiel de notre pays, de l'Est de la République, mais nous allons parler aussi de cette population qui est censée vivre de l'essor de son sol et de son sous-sol. Et c'est catastrophique. Pourquoi cette partie vit dans le chaos, des guerres de jour en jour, des conflits? Quel intérêt? Ah, ok. À partir de là, il faudrait déjà aller de l'histoire de l'Est de la République. La partie Est, contrairement aux autres zones, donc ce n'est pas connu en concurrence, c'est par rapport à l'histoire, est riche. Le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo fait l'élevage, fait l'agriculture, bien que son sol soit béni. Donc c'est un peuple qui est capable de vivre de façon autonome. Ils sont capables de produire leurs propres ressources et de vivre même de ces ressources-là. Nous sommes à un tournant. La République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. On est vraiment au centre de l'Afrique. On est parmi les rares pays qui ont autant de voisins. On est immensement grand et immensement peuplé, immensement riche. L'Est de la République démocratique du Congo est riche. Donc j'ai parlé du sol et du sous-sol. J'ai parlé de l'élevage. J'ai parlé de bétail. Nous allons parler aussi du minerai. L'Est de la République du Congo a les coltans. Aujourd'hui, tous les téléphones du monde. Donc, le monde entier bénéficie du coltan à 89% qui vient de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du diamant qui est en train d'être découvert là, à l'est du pays. Nous allons parler du coltan, on a parlé du coltan, du diamant, de l'or qui est exploité et de façon non officielle aussi. Parce que maintenant, il y a l'exploitation paysanne aussi, il y a les groupes armés. Donc, autant de chefferies, chaque chefferie a son groupe armé. Et vous voyez des rebelles avec armes en train d'exploiter de l'or. Donc, vous voyez les enfants en train d'exploiter de l'or. Et on vient de découvrir les gaz méthane dans le lac Kivu. Donc, je dirais que l'Est, c'est un pays béni. Sans compter les climats. Donc, c'est une zone montagneuse. Si vous arrivez là-bas, il y fait beau vivre. Il y fait chaud et il y fait frais. Donc l'Est de la République démocratique du Congo est un paradis sur terre qui est convoité. Et c'est ça le vrai problème de cette région-là, la richesse. Parlons Bunagana. Quelle difficulté aujourd'hui avec Bunagana? Bunagana souffre de quelque chose, de sa position géographique. Déjà, Bunagana est riche, est entouré et est dans un environnement où le sol est béni. Et non seulement le sol, quand vous regardez même les climats, vous sentez qu'ici, il y fait beau vivre. Tout ce que vous plantez pousse. Donc imaginez, tout ce qu'on plante pousse. Il y a de l'or, il y a de la richesse, il y fait beau vivre. Pourquoi ne pas aller habiter là-bas? Donc Bunagana a aussi est voisin. Non seulement Bunagana est en République démocratique du Congo, mais il est frontalier aux autres pays, peut-être dont les richesses qu'il contient ne sont pas là-bas. Les gens aimeraient aller y vivre. Donc c'est ça le problème de Bunagana. Le grand problème de Bunagana, c'est sa situation géographique, ce sont ses voisins, ce sont ses richesses, et c'est nous qui ne protégeons pas Bunagana aussi. Nous sommes responsables de la guerre qui se passe là-bas d'une façon ou d'une autre. Comment ça? Il faudrait dire que nous sommes un État, une République démocratique du Congo. Nous avons un gouvernement central, nous avons l'armée, nous avons la population. Et chacun a son rôle. Et à tout le niveau,
si aujourd'hui il y a des rebelles là, c'est parce que quelque part, on ne combat pas ces rebelles. La population de la République démocratique du Congo va au-delà de 107 millions. Je ne sais pas quel est ce pays-là qui a la densité que nous avons, qui a la démographie que nous avons. C'est-à-dire, si on décide que chaque Congolais va taper une personne, il y aura peut-être 100 Congolais pour un voisin. Donc, on ne va pas aller sur ces combats-là. C'est pour dire que nous sommes capables de mettre fin à cette guerre. Il y a besoin de la volonté politique. Parce que la population, elle est déjà debout. Elle refuse. Parlons par rapport aux recettes journalières. Aujourd'hui, ce sont des groupes armés qui contrôlent cette partie, la frontière. Est-ce qu'il y a difficulté par rapport aux recettes? Ce que je dirais, c'est que, comme je disais, je parlais du budget de l'État. On va parler d'abord de la planification. Lorsqu'on élabore le budget de l'État, les ressources viennent du pays, normalement, pas les dons qu'on reçoit de partout. Et chaque pays produit pour répartir cette production-là selon les différents besoins. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays qui a déjà un problème avec son petit budget, qui ne correspond pas aux défis que nous avons dans notre pays. Donc là, c'est déjà un problème général. Et lorsque nous entrons dans la partie particulière frontalière, entre nous, un pays autant riche, une zone frontalière qui a les diamants, qui a l'or, qui a la flore et la faune, qui a les gaz méthane, qui a les coltans. Donc tout ce que nous avons en République démocratique du Congo est représenté là-bas. Donc on comprend qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la paix de l'autre côté. Nous allons parler de recettes. Si l'exploitation minière s'est faite de façon ordonnée et est prise en charge par l'État, qui octroie même, qui fait des appels de structures, comme on vient de faire avec les carburants. On vient de lancer des appels pour que les entreprises d'exploitation puissent postuler, exploiter et donner la redevance à l'État et à la population. Supposons que sur le plan des minéraux, que cette stratégie s'applique. C'est autant que nous avons comme manque, non seulement pour l'État congolais, mais aussi et surtout pour les habitants de ces zones-là. De la même façon que Mouyombe a le droit de vivre paisiblement chez lui, la population de l'Est, les Barega, les Bavira, ont aussi le droit de vivre paisiblement chez eux. Donc je pense qu'il y a une grande quantité de recettes qui fuient, qui échappent au contrôle de l'État. Et je pense que si on capitalise ces recettes-là, la République démocratique du Congo va décoller. Nous n'avons pas besoin seulement de dons, mais nous sommes capables de nous prendre en charge. Dubaï n'a pas autant de richesses que nous avons. Le pétrole à Dubaï est en train de finir. Donc ils sont en train de se donner une nouvelle identité. Ils sont en train de renaître. Dubaï est en train d'investir maintenant dans le tourisme. À l'Est, qu'est-ce qu'on n'a pas? Le tourisme va marcher parce que nous avons tout aussi là-bas. Nous allons parler du parc. Avec la guerre, il y a même les animaux qui fuient la guerre. Donc c'est pour dire que les combats sont de partout. Et tant qu'on ne règle pas cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo, le Congo sera à genoux. Statistiquement, on a l'impression que la guerre cause des dégâts à l'économie. Quelle solution pour pallier à cela? Moi, la plus grande des solutions, je vais parler d'abord des différents problèmes que nous rencontrons. Lorsqu'il y a guerre à l'est du pays, déjà l'Institut national des statistiques établit la croissance démographique dans notre pays de 2,9%. Donc, quand il y a guerre à l'est du pays, nous allons constater un taux de mortalité des hommes, c'est-à-dire les personnes capables de travailler pour fournir le repas et la richesse à la société. Et lorsqu'il y a un taux élevé de mortalité des hommes, cela conduit automatiquement à un taux élevé des orphelins. Et quand il y a des orphelins qui ne sont pas pris en charge, automatiquement, le taux de la pauvreté augmente. Les enfants déscolarisés augmentent. Ces enfants déscolarisés qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas encadrés, dont les parents ont été tués par les rebelles, ont une forte chance aussi en grandissant de rejoindre les milices armées. Si ce n'est pas pour se venger, c'est pour survivre aussi, ou bien pour chercher des richesses parce qu'ils n'ont pas de travail.
on remarque un taux élevé de veuves. Les femmes paysannes qui ont perdu leur mari, qui doivent prendre leur mari éleveur ou agriculteur, qui doivent prendre soin, parce que le taux de la démocratie est élevé, donc l'accouchement, de 9 enfants, 7 enfants sont revenus et le taux de pauvreté augmente. Donc de jour en jour, plus il y a tuerie, plus il y a de pauvres. Et qu'est-ce qui arrive? On remarque qu'il y a exode rural. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'à Kinshasa, il n'y a pas que les gens de l'Est. Il y a aussi les gens qui viennent du Kasaï. Donc, quand il y a exode rural, ce sont des capitaux qui partent, ce sont des cerveaux, ce sont des compétences. Et les gens quittent les terres, quittent Bunagana, quittent Ngweshe, quittent Walungu, quittent Ouvera, quittent Mwenge pour aller sous d'autres cieux. Vous allez remarquer, si vous allez en Afrique du Sud, il y a autant de gens qui viennent de l'Est. En Tanzanie, autant. En Ouganda, autant. La Chine a été construite par Mao. Mao a demandé à ce que les Chinois intelligents rentrent en Chine et qu'on ferme les frontières, qui viennent prendre, qui viennent faire ce qu'ils ont envie de faire ailleurs. Et les Chinois ont appris à produire. Aujourd'hui, s'il y a fuite des capitaux, qui va produire les richesses à l'Est. Et quand l'exode rural survient, donc les plus intellectuels, les plus habiles partent pour aller chercher du travail ailleurs en laissant la zone pauvre. Et lorsque la zone est pauvre, personne pour cultiver, personne pour faire l'élevage. Et quand on ne fait pas l'élevage, il y a rareté de denrées. Nous allons remarquer qu'il y a crise alimentaire. Nous allons remarquer qu'il y a des enfants malnutris. Et les problèmes ne font que se perpétuer. Et lorsqu'il y a des enfants malnutris, le taux de mortalité aussi des enfants augmente. Et de plus en plus, l'État aura des charges. L'État va plus aller dans les urgences. On va aller donner la nourriture là-bas, aller donner les réfugiés, alors qu'en réalité, le problème, il est à la base. Là, certes, on va calmer parce que ce sont des programmes humanitaires d'urgence, mais l'État devait prendre sa responsabilité. Le peuple congolais doit prendre sa responsabilité par rapport à l'Est de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous remarquons ce genre de choses, les structures même de l'État, les structures économiques, les structures sociales, tout est à terre. Parce que lorsqu'il y a exode rural, les médecins aussi partent. Lorsqu'il y a exode rural, les hôpitaux ne sont pas équipés. Parce que les routes sont coupées par les rebelles. Il n'y a personne pour entretenir ces routes. Donc vous allez remarquer qu'il n'y aura plus passage, il n'y a plus de denrées alimentaires. C'est les rebelles qui vont aller exploiter, prendre quelques esclaves, quoi, dans la population pour aller exploiter de l'or et les libérer après, si pas les tuer. Donc actuellement, il n'y a pas d'infrastructure viable à l'est de la République démocratique du Congo. Et quand il y en a, il y a un groupe armé qui contrôle. Quand il y en a, c'est par rapport aux bénéfices d'une usine de transformation ou de production, même pas transformation, chez nous on ne transforme pas, qui exploite, d'exploitation des minéraux. Donc la structure de l'État même ne fonctionne plus. Les marchés ne fonctionnent plus. Ce qui fait que la population est incapable, tellement appauvrie, de payer les taxes. Même quand vous envoyez une autorité, un bourgmestre là-bas, là où il y a la guerre, malgré sa bonne volonté, il faut qu'il y ait des taxes là-bas, il faut qu'il puisse organiser la cité, avec une population qui fuit tout le jour. Donc les écoles, les médecins, les structures de l'État, les marchés, la vie n'y est pas. Donc on est en perpétuel problème. Et à ça, vous avez posé la question, quelles sont les solutions que nous proposons? Premièrement, il faudrait que l'État se prenne en charge. Quand je parle de l'État, je parle de la responsabilité. Je parle du Parlement qui est censé légiférer les lois. Je parle du Parlement qui est censé sanctionner les autorités qui n'exécutent pas ces lois. Je parle de l'autorité étatique, que la présidence puisse s'impliquer, et je parle de ressortissants de la République démocratique du Congo. J'aimerais d'abord vous informer qu'il y a une organisation de la table ronde des ressortissants de l'Est du Grand Kivu de la République démocratique du Congo sur la paix et le développement. Parce que les ressortissants ont compris qu'il est temps que nous puissions prendre les choses en main. Et cela a été sous le haut patronage du président de la République et de la maison civile. Donc il est temps que tout le monde s'implique, que la société civile s'implique et que les médias partagent l'information. Vous allez voir que quand d'autres cieux, quand ils sont attaqués, c'est les médias qui parlent, c'est les médias qui donnent l'information réelle.
Il n'y a jamais eu génocide comme ce qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Lorsque la femme paysanne est attaquée, qui va produire? Et tout le jour, on tue cette femme. Si elle n'est pas violée, on tue. On a même un prix Nobel qui en parle tout le jour, mais dont les médias ne partagent pas l'information. On ne vend pas nos propres leaders d'opinion publique. Moi, je pense que la plus grande solution, j'ai donné la part de responsabilité à l'État qui maintient l'armée, qui a la force de l'armée. Nous avons des armes, donc nous sommes capables d'agir. Nous avons des militaires. Il faudrait bien les payer, il faudrait bien les motiver, il faudrait bien les nourrir et il faudrait les envoyer à la guerre. Donc, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Et d'un autre côté, il y a aussi nous, la population. J'ai donné la responsabilité de médias qui doit sensibiliser la population. Aujourd'hui, nous allons voir les émissions qui attirent plus des bouses, qui sont plus suivies. Ce sont des émissions qui n'apportent pas des solutions au pays, qui apportent certes des solutions aux gens, qui nous amusent, mais on a abruti la population. On a abruti. Quel genre d'informations on partage? Quel est l'impact de médias qui noient? Parce que là, on va dire qu'ils sont à l'Est, c'est leur affaire. Mais non, c'est une affaire étatique, comme vous venez de le prendre. On échange aujourd'hui. Bien sûr que nous sommes à Kinshasa, mais je pense que si chaque chaîne s'investissait sur les réalités de l'Est de la République, c'est une question patriotique. Donc, je suis quinois, je ne veux pas vouloir qu'on touche à l'Équateur et je dois défendre les intérêts de l'Équateur. Ça, c'est la responsabilité des médias. Et de l'autre côté, c'est aussi notre responsabilité à nous, le peuple. Parce que les gens qui prennent les armes pour organiser la rébellion, ce sont des individus. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous étrangers, mais ils sont facilités par certains Congolais aussi. Donc, je pense que ça, c'est un des problèmes. Là, c'est sur le plan humain. Sur un deuxième plan, c'est que je porterai comme piste de solution, c'est que l'exploitation de minerais soit ordonnée. On est tellement grand, on est tellement fort que si l'État n'a pas une entreprise d'exploitation, qu'on fasse appel aux entreprises étrangères en prenant en compte les propositions des habitants, des autochtones de chaque coin dans l'exploitation minière. C'est-à-dire, par exemple, si on décide d'exploiter les minéraux de Mwenga, de Tanguiza, qu'est-ce qu'on donne à cette population-là? Parce qu'il arrive qu'à partir de Kinshasa, on donne un terrain et puis les gens descendent là-bas. C'est une école qui était là. Du coup, ils ont autorisation, ils doivent être protégés et on chasse les villageois. Non, on les chasse de là, on doit exploiter de là. Mais si l'État est capable, si on est tellement grand qu'on est obligé de collaborer. On est maintenant à un siècle de partenariat. Donc, quand on est incapable, qu'on appelle les gens qui ont suffisamment de moyens, qui peuvent exploiter. Les ONG de l'environnement vont surgir pour dire que exploiter, c'est la même chose avec ce qu'on a vu avec les gaziers. Ok. Ah, mais c'est à ce point-là dont je parlais des désirs-états de la population. Avant qu'il y ait exploitation, il faudrait tenir compte des conditions sur quelles sont les conséquences écologiques de votre exploitation. Parce qu'il ne faudrait pas seulement gagner de l'argent. Il faudrait que la population soit capable de vivre sur ces terres. On a vu que dans l'exploitation de coltan, il y a eu des endroits où les cours d'eau étaient infectés à cause des exploitations. Il y avait des naissances de personnes déformées. Il y avait un fort taux de diabète, de tuberculose, parce que l'exploitation, justement, ne répond pas aux normes et parce qu'il n'y a pas de contrôle. Moi, je pense que la population doit s'intégrer à quel niveau et qu'il y ait implication, donc la participative, donc un pouvoir participatif, que la population fasse de propositions pour dire que si une usine d'exploitation va venir à Mwenga, voilà ce que nous voulons, nous les habitants de Mwenga. Donc, non seulement qu'il y a exploitation, la population aussi se retrouve et les usines se trouvent non seulement redevables à l'État, mais aussi à la population qui vit là-bas et qui fait même l'audit avant que l'audit officiel n'aille. Moi, je pense que c'est là les grands problèmes. Il y a eu problème avec les gaz parce qu'on n'a pas tenu compte des conséquences économiques
écologique, on n'a pas tenu compte de la santé, on n'a pas tenu compte de l'urbanisme même, de la vie de la population. Donc on n'a pas tenu compte de toutes ces conditions. Dites-moi là où vous habitez depuis des années et puis du coup on vient vous dire, voilà, on vient exploiter de l'or. Vous allez où? Ah, c'est ça la question. Donc, et même si vous allez là où vous allez, l'eau est infectée. Vous devenez, on ne doit pas clochardiser le Congolais. La population de l'Est de la République démocratique du Congo paye un coût, le coût d'appartenir au Congo. Et je pense que c'est une question du Congo. Et le Congo doit se prendre en charge. Et c'est là le vrai problème. Donc, une des grandes solutions que je donnerais, c'est faire participer la population sur la signature de cahier des charges par rapport à un appel sur l'exploitation même des minerais de l'Est. Il faudrait libéraliser l'exploitation. Il faudrait que ce soit officiel. J'ai pris l'exemple des hydrocarbures, ce qu'ils viennent de faire. Il faudrait que ce soit officiel, mais là, en plus, la population doit dire ce qu'il entend des exploitants. Et les appels de soumission de projets doivent être publics. Donc, qu'il y ait des entreprises qui sont reconnues mondialement et qui sont capables de répondre aux besoins de la population. Donc, le pouvoir pour les peuples, de ça dont je parlais. Et puis, il y a un autre point, c'est qu'il faudrait élever notre culture touristique. L'île Maurice vit grâce au tourisme, à cause justement de la beauté, de la situation géographique qu'ils ont su capitaliser. Aujourd'hui, nous allons parler du Kenya qui est en train de s'en sortir grâce au tourisme aussi. Et de la Tanzanie. Nous allons parler des Seychelles. Vous allez dire peut-être que ce n'est pas en Afrique. Les Maroc et l'Égypte sont en train d'emboîter le pas. Donc je pense aussi que les conditions sur la paix, il faudra aussi voir comment se vendre sur le plan touristique. Comment investir dans ces domaines. Il n'y a pas que les minéraux. On a plusieurs sources de revenus. Et il y a une autre chose, c'est les métiers qu'on doit faire en République démocratique du Congo. On va parler certes des entreprises qui doivent venir, des investisseurs. Mais quelles sont les conditions d'engagement? Lorsque je viens d'ailleurs, je viens déjà avec 80%. Donc mes agents consomment 80% de revenus. De mes agents étrangers consomment 80% de l'enveloppe de revenus de salariés. C'est un autre problème. On doit voter de lois qui fixent des SMIC et qui donnent même des conditions d'engagement pour une entreprise et les quotas pour les nationaux et les internationaux. Pour permettre aussi au peuple congolais d'adhérer aux emplois dignes et que les salaires reversés rentrent dans l'économie congolaise. Ça, c'est un des domaines qui n'est pas trop... L'employeur n'est pas protégé dans notre pays. Je pense qu'il est temps qu'on puisse travailler avec les ministères du Travail pour voir comment protéger ce secteur qui est trop juté, mais qui coûte beaucoup au peuple congolais, car ne se sentant pas protégé. Et là, c'est une des solutions que j'apporte aussi, qui va avoir des implications sur le plan économique et sur le plan social aussi, socio-économique. Donc, et un autre point, c'est les structures de base. Donc, aujourd'hui, les médecins sont en grève. Si à Kinshasa, un médecin est en grève, déjà, il n'y a pas suffisamment de médecins pour toute la République démocratique du Congo. À plus forte raison, on a tiré sur les gens hier et avant-hier. Donc, ces personnes sur qui on a tiré vont aller à l'hôpital, qui veulent soigner parce que le médecin lui-même, il est en grève. Je salue bien la décision qui a été prise où le soin de santé est maintenant gratuit pour tous les fonctionnaires. C'est très, très bien. Et les médecins qui prennent en charge ces fonctionnaires-là, qu'est-ce qu'on en dit? Donc, je pense que les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est répondre aussi aux besoins sociaux de base. Quand on paie bien le médecin et qu'il y a plusieurs médecins pour autant de malades, le médecin va bien faire son travail et la population va trouver sa part. Quand l'enseignant est bien payé, aujourd'hui, moi et toi, nous sommes là, non pas grâce aux influenceurs, que je salue bien, mais grâce aux enseignants qui ont dédié leur vie, qui ont donné leur vie à notre formation. Et je pense que ça, c'est un des piliers sur lesquels la République démocratique va se pencher. Donc voilà, madame. Parlons douane. Bunagana, Kassindi, parce que ce sont de coins de référence. Quand on n'arrive pas à contrôler cette partie,
quelles conséquences pour la RDC? Déjà, ça je le dirais sur le plan de douane, comme vous êtes en train de dire, les taxes contribuent efficacement au budget de l'État. Déjà, quand il y a planification, on prend en compte les revenus de nos douanes. Et quand maintenant il y a exécution, on n'a pas les taxes. Donc la province même ne vit pas. Parce ils ont des frontières, mais qui ne redéversent pas les taxes au niveau de nos agences de taxes. Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a fuite des ressources. Lorsqu'il y a guerre au niveau de frontières, c'est-à-dire que on ne contrôle pas ce qui passe. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement exploitation illégale de nos minéraux. Il y a exploitation illégale de la population congolaise. Il y a exploitation illégale des mineurs, des enfants qui travaillent dans des mines. Et puis, il y a des groupes armés. Aujourd'hui, si pour devenir général, je dois prendre des armes, ce n'est pas une façon officielle pour devenir général ou colonel. C'est-à-dire que je décide de ne pas suivre la hiérarchie, de ne pas suivre l'adhésion à l'armée et répondre aux critères et échelonner, mais aller prendre des armes en sachant que je vais contourner pour venir et devenir ici capitaine ou général. Et qu'est-ce que nous allons faire de nos capitaines et généraux formés au Congo si on doit toujours prendre les rebelles? Je pense que là, c'est une responsabilité de l'État. Et puis, il y a des textes qui sont faits. Tous les rebelles ne sont pas obligés d'être militaires. Est-ce qu'ils ont même été formés? Ils ont quel grade? Gradé, c'est dans la compétence de l'État. Donc, ce n'est pas à un monsieur, une Sylvie qui s'est dit, je veux devenir général, deviens général des mamies. Non, le mot même général, capitaine, colonel, ce sont des grades étatiques. Donc, militaire, détenu par l'État, qui n'est pas donné à un privé. Je pense que ces gens-là peuvent aussi faire d'autres métiers. S'ils sont encore dans les commerces, ils peuvent ouvrir des entreprises d'exploitation officielles qui payent des taxes, qui payent les taxes et qui exploitent l'or officiellement à l'État congolais. Je pense que tout le monde doit investir dans son secteur et que s'ils doivent laisser les armes, ceux qui ne sont pas congolais peuvent rentrer chez eux. On est très content s'ils acceptent d'abandonner les armes. On est très content de les accompagner dans leur pays pour qu'ils deviennent ce que leur gouvernement va dire. Mais ceux qui acceptent de rester dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas un moyen pour se faciliter la vie à intégrer l'armée congolaise. C'est pour quels intérêts? Parce que les militaires congolais travaillent pour l'intérêt du pays. Donc je pense que ça, c'est une question étatique. Et l'État doit s'assumer, l'armée doit s'assumer, la présidence doit s'assumer, le Parlement doit s'assumer, le gouvernement doit s'assumer. L'Est de la République démocratique du Congo, il y a des conflits. Il y a des conflits internes, il y a des conflits ethniques, il y a des conflits des terres. Malgré cela, il y a plusieurs ressources, hormis le minerai. Aujourd'hui, il y a les gaz, méthane au lac Kivu. Est-ce que ça aura un impact sur l'économie congolaise, les développements surtout de l'Est, si on exploitait cela? C'est comme je disais tout à l'heure. Normalement, quand nous avons ces ressources-là, normalement, si Dieu nous les donne, c'est pour le bien de la population congolaise. Donc, je pense qu'on devrait être le premier bénéficiaire de ces gaz méthane. Aujourd'hui, les lacs Kivu, les poissons que vous trouvez, je vous assure qu'à l'Est, on n'a pas besoin, même si on exploite d'abord les gaz méthane, les poissons qu'il y a là-bas meurent de vieillesse, ils peuvent nourrir la population quinoise. Donc, je pense déjà que là, il y a un problème. Il faudrait accompagner les ministères des pêches à jouer son rôle par rapport à l'exploitation du lac Kivu et de tous les poissons qui sont là. Et quand vous me posez la question sur l'impact de l'exploitation de gaz méthane, moi, je parle de textes qu'on va signer avec les entreprises d'exploitation. Donc, les enjeux ne sont pas au niveau de l'exploitation. Les enjeux sont au niveau de conditions dans lesquelles on doit exploiter ces gaz méthane et quelles sont les conséquences à long terme sur la population, le milieu environnement. Donc, moi, je dirais que, comme je l'ai dit, la responsabilité n'est pas seulement celle de l'État et non plus celle des entreprises qui viennent exploiter. Ce sont des capitalistes. Ils viennent gagner de l'argent. Donc, c'est un marché. La population, il est temps
que la population, que les ressortissants signent leur cahier des charges qui seront prises en compte par les gouvernements centraux sur le choix des entreprises d'exploitation de nos gaz méthane. Pour qu'une entreprise vienne faire de l'exploitation, à part les conditions scientifiques, c'est-à-dire répondre à tel critère dans les secteurs d'exploitation de gaz, si déjà sur ce côté-là, ils sont assez casés, ils doivent répondre aussi aux conditions environnementales. Donc, est-ce que l'exploitation de gaz ne va pas créer le problème au niveau de la population? Est-ce que le poisson ne va pas mourir? Et si possible, quelles sont les stratégies? Comment faire pour exploiter ces gaz de manière à ce que la population n'en souffre pas, de manière à ce que nos poissons, ce sont nos poissons aussi, il faudrait défendre leur cause parce qu'on doit les manger. On doit les manger, ils ne doivent pas mourir là à cause de l'exploitation du gaz méthane. Il faudrait aussi que nos poissons puissent bénéficier aux Congolais et il faudrait que la population, quelle est la redevabilité de ces entreprises par rapport à la population? J'ai parlé de nombre d'engagés. Donc l'enveloppe salariale est partagée à quel pourcentage sur les nationaux et les internationaux? Ça déjà, il faudrait... C'est le moment d'en parler pour que les gens trouvent du travail là-bas parce qu'ils ont tellement fui les guerres, il y a eu exode rural, on a brisé les structures socio-économiques. Les chefs coutumiers de l'Est de la République démocratique du Congo doivent s'impliquer pour élaborer des cahiers des charges pour l'exploitation. Quand il y a des entreprises qui sont proposées de leur coin, ces entreprises doivent construire des écoles. Par exemple, ça c'est un cas que je dis, ils doivent construire des écoles qui correspondent aux normes. Ce n'est pas qu'on va les donner 5 locales là-bas et puis venir dire qu'on a donné 5 locales. Ils doivent construire des écoles, ils doivent construire des camps, ils doivent construire des hôpitaux. Il faut que la population se sente épanouie dans l'exploitation du gaz que l'Est de la République démocratique du Congo regorge. Voilà. Si on va de l'autre côté vers le site Kivu, il y a de l'île, hein. Il y a plusieurs îles habitées mais qui ne sont pas exploitées. Ça pourra faire décoller aussi l'économie. Comme je disais, quelle est la part de la population? Donc tout doit se baser sur la part de la population. Je pense que la population doit être les premiers bénéficiaires. Dans les conditions, dans notre pays, les gouvernements pour les peuples. Donc l'objectif du gouvernement, l'objectif même de tout, c'est que la population, les humains, donc les humains, c'est la plus grande ressource que nous avons en République démocratique du Congo. Et je pense que si on n'investit pas dans ces humains-là, il y aura des conséquences. Il y aura l'exode rural. Il y aura des guerres, comme on dit, des milices ne vont jamais se terminer si la population n'a pas sa part. Donc il y a des îles, comme vous le dites, magnifiques. Je viens de là. J'aime beaucoup aller là-bas en congé et c'est catastrophique. Nous avons un pays magnifique. Et ces îles, dans les jours à venir, la guerre que nous avons, les guerres actuelles, qui vont venir, les guerres futures, ce sont les guerres de terre. Donc nous n'avons pas connu ça dans le passé, mais vous allez remarquer que dans le futur, il y aura des étrangers qui vont acheter des terres entières, des îles. Et à un certain moment, le Congolais risque de se retrouver sans terre. Donc aujourd'hui, j'appelle, c'est pourquoi j'appelle aux autochtones à prendre en charge. Donc les îles là, ce sont les îles des Congolais. Ce sont des terres de Congolais. Et je pense qu'il faudrait encourager les investisseurs parce qu'il faudrait être honnête. L'argent fuit les bris des canons, fuit les bris de tout ce qu'il y a comme bombardement. L'argent n'aime pas l'armée. Et je pense que pour qu'il y ait investisseurs, il faudrait déjà que les milieux soient assainis. Madame Feza, vous n'allez pas investir votre affaire dans une affaire où il y a tous les jours viol, dans un endroit comme ça, vous ne pouvez pas investir. Et je pense qu'il y a des investisseurs capables de le faire. L'aéroport de l'Afrique du Sud, Hors Tambo, c'est l'aéroport d'une famille. Ce n'est pas l'aéroport du gouvernement ni l'aéroport du peuple, mais le peuple en jouit. Donc l'Afrique du Sud jouit des taxes de cet aéroport. Cet aéroport engage des Sud-Africains
comme des étrangers. Je pense qu'il est temps de démystifier les choses et que s'il y a des particuliers congolais qui veulent investir, il faudrait faciliter l'accès à l'investissement tout en posant les limites. Pas aller dans des îles pour construire autant d'immeubles. On peut aussi exploiter les secteurs touristiques. Donc on peut faire des choses qui ont des conséquences sur la population, des conséquences sur l'environnement et des conséquences sur la vie en société. Et ces îles doivent être... c'est très beau, il y fait beau vivre. Et j'aime aller là-bas, ça donne de l'inspiration. Voilà, donc, comme vous l'avez dit, bientôt la RDC fera face à des guerres contre la terre, comme l'eau aussi. Voilà. Rien, à part les minéraux, nous ne sommes pas épargnés. Voilà. Nous ne sommes pas épargnés. Parce qu'on a tellement de minéraux que nos yeux sont fixés sur le minerai. Alors que nos yeux sont fixés sur les minéraux, vous allez entendre là-bas à Bandundu qu'il y a tel peuple d'un continent là qui ne fait qu'acheter de terre. Donc il y a des gens qui vont acheter la prochaine guerre. C'est la guerre des terres. Qu'on ne se retrouve pas étranger dans notre propre pays. Et comme vous avez dit, on est tellement bénis. Lorsqu'il y a la saison sèche à l'est, il y a la saison de pluie à l'est. Lorsqu'il y a la saison de pluie à l'est, il y a la saison sèche à l'est. Ce qui fait que notre fleuve est toujours, nous avons de l'eau en permanence. Nous avons autant d'eau que nous ne savons même pas quoi faire, bien que dans nos maisons, l'eau ne coule pas. Et avec tout ce qu'il y a comme problème climatique, la zone désertique est en train de s'étendre partout dans le monde. Donc au nord, le désert est en train de s'étendre et à un certain moment, nous serons obligés de partager. Donc il est temps que les Congolais puissent déjà anticiper voilà pourquoi les gens qu'est-ce qui va rêvent la gagner. balkanisation. Je pense que cette histoire de balkanisation est quelque chose à refuser. Cette histoire de balkanisation va bénéficier aux intérêts individuels. Les Congo est indivisible. Nous n'allons pas... Les Congolais ne vont pas aller à la balkanisation. Mais si nous ne considérons pas, si nous ne nous prenons pas en charge, malheureusement, les intérêts individuels risquent de nous y conduire. Qu'on les veuille ou pas, il y aura guerre pour l'eau. Les gens ne vont pas mourir de soif en sachant que nous avons 9 voisins, s'il vous plaît. Ils ne vont pas mourir de soif en sachant que nous avons de l'eau chez nous. Il est temps de développer des stratégies, de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces eaux. Dans quoi nous investissons? Nous devons investir dans ces secteurs-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des grands chantiers. Je ne veux plus qu'il y ait autant de chantiers qu'on est tellement dispersés. Il faudrait qu'il y ait des chantiers connus officiellement où on demande la part des Congolais. Que les Congolais qui est capable, on vend les parts là-bas. Il y a des parts de 10 000, de 1 million, de 100 millions. Pour qu'on investisse. Comme ça, les Congolais qui est capable d'investir va acheter ses parts comme en bourse, comme ailleurs dans des autres pays. En tout cas, il faudrait qu'on y pense. C'est la prochaine guerre qui arrive, celle de terre et de l'eau. Malgré l'agriculture déjà qui dérange, agriculture et élevage, à l'Est, c'est tout un problème. C'est ça qui crée des conflits à tout moment. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que les peuples de l'Est, les peuples Swahili, c'est un peuple cultivateur et un peuple agricole. Et avec les zones rurales, qu'est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui cultive? Moi, chez moi, au village, donc à Ngouéché, mon grand-père et ma grand-mère avaient des vaches, avaient autant de terre. Quand j'allais là-bas, il y avait de bananiers, on avait la bananerie, comme on le dit. Donc, il y avait un endroit où il y avait la parcelle familiale où les gens construisaient. Et puis, il y avait autant de terre. Il y avait un endroit où on élevait les vaches. Vous pouvez boire des laits, vous pouvez manger l'eau. On n'avait pas besoin de Thomson qui venaient de autant de kilomètres et faire un mois dans les bateaux. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème. Malheureusement, la viande qui est vendue à l'Est vient des pays voisins. Donc, l'argent des habitants de l'Est enrichit même les voisins pour se nourrir. Mais quand vous allez même chez les voisins, les propres voisins là ne produisent pas ça. Ils achètent ça maintenant aux villageois là-bas. Donc, les villageois qui meurent de faim, qui doivent courir et tout, les voisins vont acheter, ils ramènent chez lui, ils paient la taxe chez lui, ils transforment et l'emballent, et puis ils l'envoient à Goma ou bien quelque part ailleurs pour qu'on puisse acheter.
Donc, pour dire que nous sommes en train de nous exploiter à un point catastrophique. Et c'est là où les médias aussi devaient jouer son rôle, le rôle de veille patriotique. Madame Sylvie, nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre dernier message? Mon dernier message s'adresse au Parlement. Très cher Parlement, en 2023, vous allez venir encore demander nos voix. Combien de lois avez-vous fait passer pour protéger ces peuples de l'Est? Combien de sanctions avez-vous données par rapport aux autorités qui étaient incapables de protéger cette même population? Je vais parler aussi au gouvernement qui a cette responsabilité-là d'éveiller à l'épanouissement de la population de l'Est. Les Swahili sont aussi nos frères et sœurs. Nous sommes un. Quand on touche Mouyombe, on touche Mouvira. Quand on touche Mouavu, on touche Mungala. Quand on touche un tété là, on me touche moi une quinoise. Donc j'aimerais dire au gouvernement en place d'assumer ses responsabilités. J'aimerais dire aux médias, très chers médias congolais, on voit les résultats des médias ailleurs. On a entendu parler de l'Irak, on a entendu parler de l'Iran, on attend parler je ne veux pas citer des noms, mais c'est grâce aux médias. Aujourd'hui, si on parle du génocide au Rwanda, c'est parce que les Rwandais ont parlé de leur génocide. Alors les Congolais, il est temps que vous parlez du génocide qui sévit au Congo. Et une autre part de responsabilité, c'est à nous, la population. On est obligé de faire nos cahiers des charges pour les donner aux exploitants de nos ressources. Le gouvernement sera obligé, tôt ou tard, de les considérer. Sinon, nous sommes une force, une densité. Nous sommes autant nombreux que personne ne peut nous faire du mal sans notre propre autorisation. Donc j'appelle à l'éveil patriotique, j'appelle à l'amour du pays, j'appelle à l'éveil de tout un chacun, aux investisseurs congolais, d'encourager les jeunes, d'encourager les entrepreneurs congolais aussi. Je vous remercie. Merci Madame Sylvie. Merci beaucoup Madame Fézard. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour votre attention. Les prochains rendez-vous. Bye.